Understanding Humans, live. Bonjour à tous, merci de votre présence d'abord. Donc, je suis Romain Sambarino, accompagné de Romain Rullier et de Manon qui va faire une grande partie de la présentation, qui est notre chercheuse ingénieure R&D sur notamment toute la partie des émotions, l'analyse des émotions au téléphone, donc qui est avec nous depuis quelques années maintenant. Donc on est à Allomedia, donc la startup Allomedia que vous avez peut-être entendu parler notamment avec le cookie vocal qu'on avait lancé en 2017. Et puis, plus récemment, le rebranding de la plateforme Alive. Donc, vous verrez deux logos Allomedia et Alive. Alive, c'est le nom de notre plateforme et de notre technologie. Voilà. Allomedia, c'est le nom de la société. Donc, aujourd'hui, on est spécialisé en analyse des conversations téléphoniques en temps réel ou a posteriori sur des enregistrements audio pour les centres d'appel, principalement. Et aujourd'hui, on travaille pour le compte d'EDF, de Covea, de La Poste, par exemple, d'Allianz, d'énormément de grands comptes, principalement, et ça depuis à peu près 6 ans et demi sur l'analyse conversationnelle téléphonique. Voilà. Et je vais donner la parole tout de suite à Manon, qui a voulu en tout cas vous parler des émotions à consommer avec modération au téléphone, et vous allez, à travers cette présentation, comprendre pourquoi on veut qu'elle soit consommée avec modération. Manon, je te laisse la main. Merci, et voilà, désolé qu'elle n'a pas pu se joindre à nous parce que pas de train du Mans vers Paris ce matin, malheureusement. Donc en remote, on s'est organisé comme on a pu. Merci Manon. Oui, bonjour tout le monde. Déjà, je tiens à m'excuser, hein, forcément, j'ai pas pu venir. Apparemment, il y a des petits problèmes sur la ligne entre Le Mans et Paris. Tous les trains ont été supprimés dès ce matin, dès 6 heures. Donc voilà, désolée, on fait comme on peut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des émotions à travers cette présentation qui a pour titre «Les émotions sont à consommer avec modération au téléphone dans la relation client». Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis Manon Macari, jeune docteur en informatique. J'ai obtenu mon doctorat l'année dernière sur une thèse qui porte sur les émotions en centre de contact. Donc avec un titre à rallonge, hein, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Mais grosso modo, le but était d'extraire des informations émotionnelles et sémantiques de la parole directement depuis des conversations issues de centres d'appel. Donc, on était déjà complètement dans la relation client. Nous avons mis en place des systèmes à base de réseaux de neurones profonds, donc des récurrents, des convolutionnels, afin de retirer de l'émotion de ces conversations pour pouvoir les analyser ensuite. Nous avons mis en place également un corpus qui est distribué dans le monde scientifique pour pouvoir avancer sur ce gros problème que sont les émotions et les émotions dans la relation client. Voilà, aujourd'hui je travaille chez Allomedia, donc depuis presque 5 ans, et nous avons une équipe R&D qui est complètement dédiée aux émotions, dont je fais partie. Il y a également d'autres docteurs et d'autres ingénieurs qui en font partie. Et nous avons un partenariat qui est très fort avec le laboratoire d'informatique du Mans Université. Donc nous travaillons sur des thématiques ensemble, et cette année nous avons la chance de pouvoir co-organiser les Gestalt avec eux. Donc les Gestalt qui sont un workshop international qui regroupe environ une soixantaine de chercheurs venus de tout le monde, hein, et qui permettent de faire des très grosses avancées tous les ans sur des domaines connexes à la parole et au traitement de la parole. Donc on a la chance cette année de co-organiser cet événement qui s'expatrie des États-Unis, où ils ont l'habitude d'être organisés, et qui sont notamment mises en œuvre par l'université Johns Hopkins et sponsorisées par 2 très grandes marques dont nous tairons le nom aujourd'hui. Voilà pour la wizardry d'Allomedia. Donc nous allons repartir sur les émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Si aujourd'hui je vous demande de définir une émotion, on sait tous intrinsèquement ce que c'est. On est tous d'accord de savoir, oui, je sais ce que c'est une émotion, mais après, le définir, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a demandé à notre ami le dictionnaire Robert, quelles étaient les définitions, et nous sommes partis de la définition état affectif, plaisir ou douleur nettement prononcé. Très bien, ça nous avance à grand chose. Maintenant qu'on sait ce qu'est une émotion, on va essayer d'être un peu plus direct. À votre avis, c'est quoi cette émotion-là? Pardon, j'ai pas dit. Il n'a jamais voulu capituler. On a un gros problème. J'ai eu un gros problème. Je suis même allée à la rubrique
parce qu'ils m'ont fait quelque chose qui est inadmissible. Et en plus, Voilà, vous avez pu entendre un petit son, un petit single Est-ce que c'était jazzy. assez clair, le petit Euh, exemple? Non, vous voulez le repasser? c'est- On peut le repasser. Est-ce qu'on peut augmenter un On tout peut le petit peu le repasser? son côté Oui, régie? bien sûr. Merci beaucoup. pardon, pas, j'ai pas dit. Il n'a jamais voulu capituler. On a un gros problème. J'ai eu un gros problème. Je suis même allé à la rubrique parce qu'ils m'ont fait quelque chose qui est inadmissible. Et en plus, Voilà, donc c'était vraiment vous pour vous passer ce petit passage qui est... Et tous les appels sont également anonymisés, c'est pour ça qu'il y a des petits blancs aussi par-dessus. Donc, on va essayer de vous faire participer tout de suite un petit peu, si vous avez à peu près entendu ce son. Comment vous catégoriseriez cette émotion, pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, qui veut nous dire qu'est-ce qu'il comprend? Madame. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Madame, à vous donner le micro. Sachant En un mot, effectivement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Colère, antagonisme. vous avez dit colère? Antagonisme. Ok, la colère. D'accord, de la colère. Est-ce qu'on ok. a une autre personne qui voudrait proposer quelque chose? L'agacement. L'agacement. Très bonne réponse aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un dernier candidat ou une dernière candidate? Ah ben voilà, merci beaucoup. La lassitude, je dirais. La lassitude. Lassitude. Merci beaucoup. La lassitude. La lassitude. Donc la colère, l'agacement et la lassitude. Ok, eh ben, vous savez quoi, je suis d'accord avec vous sur les trois, les trois émotions. Bon, j'ai pas été très sympa, je vous ai demandé de me donner des émotions sans pouvoir vous donner quelques détails de type d'émotions qui existent. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il y a quand même une sacrée palette d'émotions qui existent, plus d'une centaine, on va dire, qui sont, on va dire, répertoriées de façon courante. Donc là, on est parti du côté de la colère, on a vu l'agacement, comme vous pouvez le voir. On a vu, je me souviens plus ce que vous avez dit, mais Lassitude. voilà, on était dans La la lassitude. lassitude, merci. La lassitude. Donc voilà, vous voyez, l'émotion se définit selon plein de catégories. Donc c'est un petit peu difficile d'être en tout cas tous d'accord sur l'émotion qu'avait ressentie cette personne. Donc maintenant qu'on voit un petit peu à quoi ressemblent les émotions, si on regarde dans la colère, on voit du mécontentement, de l'agacement, de la contrariété, le fait d'être tendu, excédé, exaspéré, énervé, etc., etc. Je vais vous faire un deuxième petit exercice. Ici, qu'est-ce qu'on entend c'est comme émotion? automatique, ouais, ok. D'accord. Ok, super. Donc je devrais l'avoir incessamment sous peu. Génial. Alors, d'après vous, je vous remets le tableau parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, est-ce qu'on a des candidats qui veulent ou des candidates qui veulent essayer? On peut le remettre, on va vous le Tu peux remettre un passer petit le coup. son, là. Tu peux nous le remettre une fois avant, et là vous aurez le tableau sous Bien les sûr. yeux. Automatique, ouais, ok. D'accord. Ok, super. Donc je devrais l'avoir incessamment sous peu. Génial. C'est pas simple. Hein. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut se manifester? Ah, merci. La joie. La joie, la confiance, On a eu la joie, ok, et la confiance. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui voudrait essayer? Ah, merci en tout cas de votre participation. La résignation. La résignation. 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 Très bien. Intéressant. C'est très intéressant. Donc là, on a eu trois émotions différentes, deux qui sont des dérivées, on va dire, de la joie, et une autre qui est un petit peu plus vers enfin, c'est pas vraiment la colère, mais en tout cas vers une autre émotion, la résignation, qui est un petit peu moins positive comme émotion. Donc on voit là que c'est assez difficile déjà pour l'humain d'être d'accord dans un groupe sur les émotions que l'on entend. Mais alors il y a encore plus dur, il y a le moment où il faut comprendre où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit. Alors celui-là, je vous le fais écouter. Vous avez des soucis sur votre site en ce moment? J'arrive pas à me connecter. Vous savez quand ce sera réglé? Pardon? Ils sont bien nuls, vos services. Enfin, c'est inacceptable. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je demande qu'une chose, c'est qu'il y ait des concurrents qui vous dépassent, qu'on puisse avoir d'autres choses que vous comme choix, parce que c'est franchement inacceptable. On sera d'accord pour dire que c'est une émotion plutôt négative, mais après il va falloir trouver où est-ce qu'on met les bornes de l'émotion. Alors pour ça, on va un petit peu s'aider du texte parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu long comme conversation. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'émotion, elle se concentre sur les termes j'en ai ras-le-bol? Est-ce qu'elle va plus loin, plus avant, plus après? Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à cette première question? Merci. Avant, après ou à cet endroit précis? Oui, moi j'ai plutôt l'impression qu'on démarre avec un agacement au départ et qui se transforme en colère, qui va être conditionné par la réaction, la réponse apportée par Agacement, l'interlocuteur. Voilà. Agacement, Mais plutôt agacement. Je pense que la colère arrive dans un second temps, de ce que j'entends. Colère, second temps, Manon. Et donc elle commencerait. Manon, elle commencerait à quel niveau? Alors, pardon? Vous dites pardon. Madame dit que ça commencerait à pardon.
m'entends Ah maintenant? pardon, d'accord, OK. Oui, d'accord. Donc ça commençait à pardon et ça allait jusqu'à la fin. Ben voilà, on va dire que c'est ce qu'on on récupère en tout cas de nos candidats. OK, très bien. Alors moi, j'avais fait le tour de nos collaborateurs pour savoir un petit peu, qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'avais eu donc juste sur le ras-le-bol, le «j'en ai ras-le-bol» jusqu'à la fin et comme cette personne à partir du pardon. Donc c'est pour vous, illustrer à quel point, c'est compliqué de mettre des bornes, à l'émotion, en plus d'avoir des difficultés de caractériser l'émotion. Donc on va résumer tout ça. L'émotion, qu'est-ce que c'est? Comme, a dit le dictionnaire, c'est un état affectif qui est nettement prononcé, mais on a vu au travers des exemples qu'on a fait juste avant qu'elle est très subjective. Donc elle est vécue et ressentie différemment par chacun. Ma colère ne sera pas la même colère que Romain et elle est comprise et détectée différemment par chacun. Moi, ce que je vais ressentir, ce sera peut-être de la colère et vous, vous allez peut-être le percevoir comme un agacement. Aujourd'hui, par exemple, je me sens agacée de ne pas pouvoir être avec vous sur, euh, sur ce salon, sur cet atelier. Bon, peut-être que vous ne le sentez pas parce que je suis très bonne actrice et que je ne le montre pas. Il y a autre chose également, les émotions ont été théorisées. Donc, vu que c'est un concept, on essaye d'y mettre, des fondements et il y a eu une dizaine de théories qui ont été, données depuis la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Donc, ça remonte à quelques années quand même, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces théories, elles sont complémentaires, mais il y en a aucune qui fait vraiment entièrement consensus. Donc, on est quand même sur une notion qui est très floue. Ce qui n'aide pas du tout les informaticiens à détecter l'émotion, évidemment. Donc, que font les informaticiens quand ils ne savent pas très bien comment définir un concept? Eh bien, ils font en sorte de pouvoir le représenter. Donc aujourd'hui, en émotion, on représente majoritairement les émotions selon deux théories. La théorie discrète, où on va essayer de mettre un mot sur une émotion et des bornes, comme on l'a fait juste avant. Donc dire, ben voilà, la personne, elle est en colère et ça commence à j'en ai ras-le-bol et ça finit à la fin de la conversation, ou ça commence à euh, pas de problème ou ce genre de choses. Et on a également donc soit des émotions qu'on appelle primaires, qui sont les Big Six d'Ekman, ou des relations qui peuvent être plus fines, comme on a vu par exemple le tableau, ou la roue de Plutchnik qui revient fort sur le devant de la scène en ce moment. Donc par exemple, on voit que l'émotion de la colère, si elle est plus importante, ce sera de la rage, et si elle est moins importante, ce sera de la contrariété. Comment ça se passe au niveau de la notation? Ben, tout simplement, on va prendre par exemple un texte ou on va prendre un extrait audio et on va sortir les codes de temps pour pouvoir dire, eh ben voilà, vous avez des soucis sur votre site, on peut dire que c'est interloqué. J'en ai ras-le-bol, elle va exprimer la colère et c'est franchement inacceptable, va exprimer le fait d'être scandalisé. Par exemple, hein, ce ne sont que mes propres annotations. Donc, en autre théorie, nous avons la représentation continue qui est de plus en plus forte aujourd'hui sur la scène scientifique, où on va vouloir mettre un axe pour représenter une émotion. Donc, les plus connus sont la valence, qui permettent de voir qu'une émotion, elle est positive ou négative. Donc, par exemple, content, c'est très positif, alors que colère, c'est très négatif. On sera plus vers la fin de l'axe. Et également l'axe d'activation qui va lui donner la représentation de l'émotion de la personne, c'est-à-dire est-ce que la personne, elle s'est contrôlée et ça ne s'est pas ressenti, ou est-ce qu'au contraire, c'est une émotion qui a débordé. Donc cette représentation, eh bien, elle se fait au fur et à mesure du temps. Donc une fois qu'on a choisi notre axe, nous dans notre cas, on a utilisé l'axe de satisfaction, donc un axe qui va de la satisfaction à la frustration. Plus on est proche de 0, plus on est frustré, plus on est proche de 1 et de 10, plus on est satisfait. Donc vous voyez, ça se fait au continu du temps. Vous voyez qu'il y a 3 courbes
Parce que comme on l'a vu juste avant, l'émotion, c'est subjectif. Donc pour essayer de gommer un petit peu cette subjectivité et de se référer à ce qu'aurait pensé un groupe entier d'individus, on va faire annoter la même chose plusieurs fois par plusieurs annotateurs pour faire une moyenne et avoir une représentation un petit peu plus générale d'un groupe. Donc voilà comment est-ce qu'on représente une émotion. Et du coup, qu'est-ce que l'émotion dans la relation client? Eh bien, il faut savoir que la plupart des conversations dans la relation client n'ont pas d'état émotionnel. De plus, on sait également, d'après des études, que les émotions ne sont pas toutes représentées. Dans le tableau que je vous ai montré au début, on sait par exemple qu'il n'y a pas d'angoisse normalement dans la relation clientèle. Par exemple, qu'il est très difficile de discriminer les différentes émotions qu'on va retrouver, notamment parce que, comme on l'a vu, c'est subjectif, mais en plus, dans la relation client, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que c'est un client qui va parler à un agent, et cet agent est une représentation de l'aspect que le client auquel aimerait parler. Et on voit également que le choix restreint d'émotions, c'est une bonne pratique qui permet d'avoir de meilleurs résultats, de meilleures représentations de l'émotion au sein de la relation client. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans la relation client, c'est de la balance, comme je vous ai dit, une espèce de polarité, on pourrait le rassocier à la polarité, de l'activation qui va la force de l'émotion. Donc, est-ce qu'on l'a caché, entre guillemets, ou est-ce que ça a débordé? Et on a également la possibilité de faire de la combinaison de ces deux axes. Donc, nous, c'est ce que nous avons fait le choix de faire en faisant de la frustration et de la satisfaction. Voilà. Et je passe la main à Romain. Merci Manon. En tout cas, on laissera un peu de temps pour les questions après. Merci, c'était très clair et j'espère que ça vous a un peu éclairé sur la discrimination des émotions et puis la complexité, notamment dans la relation client, puisque d'abord, on parle également, vous l'avez entendu, de qualité audio dégradée, donc c'est également compliqué d'aller analyser un signal qui soit dégradé ou bruité, et en plus, effectivement, d'avoir des états émotionnels sur des discussions, sur 80% de discussions qui fonctionnent bien, qui se passent bien, contre 20% des conversations un peu plus compliquées. Donc clairement, aujourd'hui, comment se servir des émotions dans un appel, comment on s'en sert? Clairement, suivre leur chronologie et l'évolution durant tout l'appel. L'émotion évolue puisqu'on parle d'un échange entre deux êtres humains, très important, un agent et un client. Donc on a une évolution qui peut commencer positive ou commencer négative sur de la frustration et finir par de la satisfaction, ou l'inverse. Ça arrive. Mais grâce à finalement les émotions dans un appel, on peut, comme elle l'a dit, mesurer déjà deux choses très importantes. Donc on a dit que c'était assez binaire, c'est la satisfaction ou la frustration, avec un niveau, effectivement, une polarité entre les deux, avec un niveau de précision qui nous permet de savoir si c'est très satisfait ou très frustré. Et surtout, elles ne peuvent pas se satisfaire à elles-mêmes, les émotions, dans un cas d'usage de la relation client, pour avoir testé beaucoup de choses. Donc, elles doivent se coupler à d'autres indices, verbaux et non-verbaux, sémantiques par exemple, contextuels, pour les rendre exploitables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à Allomedia, on a construit des indicateurs, on a construit des cas d'usage dans le Speech Analytics qui utilisent en partie donc l'émotion, comme je viens de vous le dire. Je te laisse passer la slide juste après. Donc, prenons l'exemple de ce qu'on a appelé l'individual effort score. Donc, on a un cas d'usage qu'on a construit qui nous permet de mesurer l'effort client sur chacune des conversations. L'effort dans le parcours, tout ce qu'il a pu dire au téléphone par rapport à son agacement, l'effort. Donc, c'est globalement... Ce n'est pas un score qui vient amener de la positivité, plutôt de la neutralité ou vers de la criticité de l'effort. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, on le représente et on le construit avec 4 éléments principaux. La première, c'est les indices d'effort client. Donc, tout ce que le client va verbaliser, qu'on va pouvoir transcrire avec notre moteur, comprendre, structurer donc les efforts en amont du parcours, pendant l'appel, ou en aval. On va devoir vous rappeler, monsieur, c'est un effort en aval de l'appel. Donc, on a catégorisé des choses là-dessus. On a effectivement des indices d'irritation et des risques de menaces. Là, ça va un peu plus fort. La menace juridique, la menace réputation, la menace de churn, de résiliation, et toutes les menaces que vous pouvez connaître, de CNIL. Donc tout ça, on les emboîte. Et ensuite, d'un autre côté, on va avoir énormément d'indices non-verbaux, plutôt techniques. La durée moyenne de l'appel. Donc on va pouvoir se baser aussi sur l'évolution de l'appel, la durée de la répartition de parole, les silences. Donc ça, c'est tous les aspects techniques de l'appel, de télécommunication. Et d'un autre côté, on va avoir la partie émotion et indices non-verbaux.
Donc les émotions, on vient de les voir ensemble. Donc on catégorise plutôt la frustration dans ce cas d'usage plutôt que la satisfaction. Et on va bien sûr regarder à coupler tout ça avec le débit de parole, l'évolution d'un débit de parole, comment il commence, comment il se termine, l'intonation, le volume, la répartition du temps, voilà, finalement toutes ces clues qu'on appelle chez nous, tous ces indices nous permettent de construire des algorithmes, des indicateurs qui nous permettent de prendre des décisions business pour pouvoir réassurer un client. Et je vais laisser Romain expliquer, par exemple, dans ces cas d'usage, ce que ça peut apporter au client ou aux collaborateurs. Oui, maintenant tu peux passer la prochaine slide. Effectivement, alors, ayant présenté tout ça, effectivement, nous, les cas d'usage et les bienfaits finalement de ce couplage de l'analyse de l'émotion à des indicateurs d'effort et à d'autres indicateurs aussi qu'on peut mettre en avant, c'est pour avoir des impacts directs sur l'expérience client et l'expérience client collaborateur. Donc différents, ça va vous permettre effectivement d'aller repérer très très rapidement quels sont les parcours frictionnels, quels sont les irritants clients qui sont déclarés aussi directement dans vos conversations, comprendre les besoins aussi des clients qui pourront avoir un impact direct sur les process opérationnels déviants et avoir un impact direct sur les coûts opérationnels que vous pouvez avoir en place sur votre centre de relations clients. D'autre part, il va vous permettre de détecter tous les clients à risque pour filtrer, repérer tous ces clients qui seraient susceptibles effectivement de résilier, de churner et d'aller mener des actions concrètes de réengagement et de réassurance avec ces clients. Et d'autre part, vous allez avoir aussi des prises de données à travers quantifiées, qualitatives, factuelles et très objectives sur la manière effectivement dont un client vous déclare son état et sa relation avec la marque. D'autre part, on peut aussi aider les centres de relations clients à travers ces analyses pour aller comprendre où est-ce que les agents effectivement peinent effectivement à répondre aux demandes de vos clients qui sont impactés effectivement par vos services ou vos produits. D'autre part, ça va aider les superviseurs sur des plateaux à pouvoir améliorer la qualité de réponse, le discours à l'agent aussi en fonction d'un appel plus ou moins complexe du client. Et d'autre part, vous allez pouvoir démultiplier aussi, à travers l'analyse de cette émotion, les axes d'amélioration de la qualité à travers votre centre de relations clients et aider aussi les superviseurs, les managers de vos plateaux aussi à pouvoir aller prendre des actions concrètes pour aller aider vos agents dans des situations assez complexes lorsqu'il y a beaucoup d'émotions effectivement dans un appel. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Romain. Non, tout simplement, comme vous voyez là, on sépare, désolé pour le problème d'affichage, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. On a un petit bug de freeze chez nous maintenant sur la presse. Peut-être fais recul, avance pour voir. Est-ce que tu peux reculer, avancer juste un slide ? Ouais, c'est mieux, on avait un petit sujet. Donc en fait, effectivement, comme vous voyez, on scinde les cas d'usage en deux, alors qu'en réalité, et encore plus quand on parle d'émotion, on le redit, c'est également un échange, une expérience relationnelle qu'on vit avant tout quand on décide d'appeler et de parler à quelqu'un et de livrer ses émotions un peu plus fortement que parfois par écrit, parce que c'est la voix, c'est l'oral, c'est le verbal, on se lâche plus facilement, et il y a des personnes qui sont plus expressives que d'autres, et finalement, on a des agents professionnels qui sont formés pour ça en face, avec de l'empathie, avec de la résilience parfois, et qui viennent finalement construire et faire évoluer cette émotion client, qui peut passer donc de la frustration à la satisfaction. Et donc, je peux laisser passer la slide. Et donc, en ce moment, on travaille exactement sur ce genre d'indicateurs voilà, qui verront naître. On a encore le problème maintenant de la fraise. Désolé, c'est le partage Zoom, certainement. Exactement. Voilà. Donc, on aime dire qu'il n'y a pas de, par rapport à tous les cas d'usage qu'on vient de voir, où les marques peuvent travailler, comprendre, que les agents peuvent améliorer leur posture, qu'il n'y a pas de mauvaise conversation, finalement, que lorsque l'expérience relationnelle n'est pas bien considérée. C'est très important. C'est très important de se rappeler que derrière la data, c'est deux êtres humains qui se parlent, qu'on essaie d'humaniser au maximum quand on entend aujourd'hui toutes les marques qui parlent de mettre plus de proximité auprès de ses clients, de finalement avoir une image vraiment plus forte, plus proche. Il faut considérer complètement cette expérience relationnelle. Qu'elle parte d'un mauvais départ au téléphone, parce que parfois un agent, un vendeur, il est démuni, il ne pourra pas tout, il ne pourra pas répondre systématiquement, positivement à la demande, mais il sera là quand même pour essayer de répondre aux émotions au moins. Donc on vous a mis un petit exemple pour vous montrer que ça évolue et que quand on a une bonne mesure d'expérience relationnelle et qu'on se rend compte qu'un agent a réussi à le faire, on arrive à retourner une situation. Je vous fais écouter un exemple d'audio également, qui sont des vrais enregistrements. Maintenant, je te laisse appuyer sur le bouton play, s'il te plaît. Ah, j'ai un petit problème, ouais. Sinon, on va faire autrement maintenant. Romain, il va juste partager cette slide. Donc, c'est très important et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est que dans notre univers, je fais une petite parenthèse dans le speech analytics de manière générale, si vous avez entendu parler de l'analyse des conversations, pour apporter effectivement, soit sur la vente, soit sur l'après-vente, de la valeur aux marques, de la data d'abord, toute la richesse qu'il y a dans une conversation aujourd'hui qui s'évapore
quand on ne peut pas la transcrire, la traduire en texte, en émotion, en plein de choses que vous venez de voir à l'écran, finalement, on se rend compte que finalement, c'est sur la relation humaine qu'on veut bâtir un lien et qu'on doit s'appuyer pour aller ensuite regarder ce qui déconne et corriger les process. Romain, je te laisse mettre play. Oh, écoutez, vous êtes super sympa en tout cas. Hein. Franchement, vous êtes génial. Et encore merci. Et puis je m'excuse d'avoir été comme ça. Je vous en prie, Madame Vernet. Voilà, ça vous montre simplement qu'il y a beaucoup de conversations qui finissent avec des très belles conclusions, alors qu'il y a eu des émotions complètement dingues et négatives dans l'appel. Donc finalement, voilà, de se baser aussi sur mettre en valeur l'expérience relationnelle. On parle beaucoup d'expérience client. C'est très, très important aujourd'hui. On travaille là-dessus. On essaye d'amener des choses irréfutables dans l'analyse de nos appels pour valoriser le métier d'un agent, le métier d'un vendeur, d'un conseiller par rapport à la complexité d'une demande d'un client. Voilà aujourd'hui ce qu'on va sortir. En tout cas, c'est un tout petit... un petit teasing de ce dont on communiquera en septembre et dont on a déjà des premiers calibrages avec des grands comptes et certains sponsors dans des contact centers externalisés. Voilà pour moi. Maintenant, je te laisse la main sur la conclusion. Manon, c'est à toi de jouer. Désolée, je vous entends très très mal. Donc voilà, comme l'a dit Romain, effectivement, les émotions sont à remettre au niveau de la relation. C'est très important. Et du coup, pour pouvoir la remettre correctement, il faut être assez précis pour pouvoir être combiné avec d'autres indicateurs afin de les actionner le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on parle de modération. Comme nous sommes plus précis puisque nous en utilisons moins, nous avons également l'aspect qui nous permet d'avoir des modèles qui sont beaucoup moins lourds et beaucoup moins gourmands. On va parler plutôt de millions de paramètres plutôt que de milliards de paramètres, ce qui nous permet d'avoir une démarche en plus qui est économique mais surtout écologique, donc avec des systèmes qui tournent sur des data centers qui sont neutres et éco-responsables, donc Datagrex au Mans notamment, et OVH qui a fêté ses 20 ans de water cooling il y a quelques jours. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Merci en tout cas Manon, merci pour cette présentation très claire. Et on aurait dû ajouter la frustration du fait que tu ne sois pas venu avec les trains qui bloquaient au Mans. À vous, on serait ravis de prendre toutes vos questions. On a un peu de temps, on en a laissé exprès pour. C'est tellement un sujet vaste. J'imagine qu'il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas. Et Manon est là pour les réponses plus techniques et sur la partie techno-émotion, et nous sur le reste, sur les cas d'usage business. Voilà. Une question ? C'était juste donc une petite question par rapport, alors en France, avec les différents accents qu'on peut avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nécessite d'un algorithme plus complexe? Et de façon plus globale, est-ce que, par exemple, je vais prendre quelque chose parce que c'est un exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'une émotion pour un Japonais va être traduite de la même façon pour un Français? Est-ce que du coup, ça joue aussi sur vos algorithmes, vous? Je vais laisser la parole à Manon, on va te retraduire. Alors, les émotions d'un Japonais versus les émotions d'un Français. Et après, en première question, c'était les accents. Finalement, les accents influencent finalement le choix des algorithmes sur l'émotion et effectivement l'interprétation d'une émotion d'un Japonais par rapport à celle d'un Français. Alors oui, effectivement, les émotions sont culturelles. Il y a une grande part de l'émotion qui va être différemment mise en œuvre selon les cultures. Les accents, par contre, n'ont pas vraiment d'aspect en fait sur l'émotion puisque vous avez quand même des façons de vous exprimer et d'avoir des émotions de la même manière quand vous êtes de la même culture. Donc pour l'aspect multiculturel, c'est le même que pour l'aspect multilangue. Les émotions vont être exprimées assez différemment, mais il y a des études qui montrent qu'il y a quand même une base assez cohérente et assez grosse d'émotions qui sont exprimées de la même manière. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir des modèles qui sont adaptés à la culture et non pas à la langue ou aux accents. Est-ce que j'ai bien saisi le propos de la question? Ça semble être satisfaisant. Merci Manon. Une autre question? Là-bas au fond, merci. Merci. J'ai une question sur l'utilité business qu'on peut avoir de l'analyse de l'émotion, parce que on se rend compte, et on l'a vu dans vos exemples, que parfois on peut avoir un client avec une émotion négative très forte pour quelque chose qui est finalement pas si impactant que ça, et donc du coup c'est assez personnel au client. Certes, il est très en colère, mais à l'échelle de l'entreprise, on va se dire urgence modérée. Par exemple, j'arrive pas à accéder à mon espace client tout à l'heure. Et une autre cliente qu'on a entendue qui avait a priori un problème administratif,
qui était un peu sur le second degré, voilà, et peut-être qu'en fait là c'est vraiment impactant et qu'il y a un vrai risque pour l'entreprise. Comment est-ce qu'avec le scoring on corrige ça pour avoir l'attention attirée sur la bonne conversation, c'est-à-dire celle de j'ai une cliente qui s'énerve pas trop mais qui a un vrai sujet qui est potentiellement qui pourrait amener au churn, et mon client qui s'énerve beaucoup parce qu'il a un tempérament méridional et finalement c'était pas si grave. Absolument. Maintenant, mais moi, je veux bien, voilà, je veux bien répondre et Romain, tu peux compléter. Clairement, aujourd'hui, on a, comme on vous l'a montré par exemple sur l'indicateur, sur l'individual effort score, l'IES, qui est composé d'énormément finalement d'algorithmes, de clues chez nous. On a une manière finalement de prédire une partie des appels où finalement les personnes, les non-dits, les personnes ne s'expriment pas, mais finalement le contenu et les différents obstacles qu'on va croiser dans la conversation sont assez similaires pour nous prédire finalement un score à la fin de l'appel qui va être plus élevé, moins élevé, plus critique, mais c'est vraiment basé sur l'expérience, effectivement, de beaucoup de choses qui construisent finalement nos algorithmes dans l'appel, et c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement, on va dire, corriger ou altérer ou travailler sur ces cas un peu plus discrets à travers les émotions ou à travers la phrase également, le phrasé. Oui, c'est le couplage de l'émotion finalement avec le motif de contact et la tâche à réaliser par l'agent, qui vous permet effectivement de comprendre le degré d'urgence peut-être de réponse que vous souhaitez avoir avec ce client. Je ne sais pas si c'est ce qui vous... Voilà, sachant que dans un appel, il y a 3 grandes étapes importantes sur lesquelles on va travailler avec différentes features, différentes fonctionnalités, différentes clauses. Ça va être effectivement l'ouverture de l'appel, donc le motif, analyse des motifs, il y a déjà beaucoup d'infos à cet endroit-là. Ça va être effectivement le contenu de l'appel, la reformulation, le contenu, la compréhension, et ensuite la conclusion de l'appel. Et c'est vraiment des étapes qui sont clés pour nous, pour pouvoir justement aller comprendre et corriger certaines choses qui ne seraient pas démontrées à travers la voix ou à travers le phrasé. Une autre question ? Au fond. Tout au fond, merci. Bonjour, je voulais savoir si vous arrivez à détecter le cynisme ou le sarcasme dans vos échanges. Est-ce qu'on arrive à détecter le cynisme et le sarcasme, Manon ? Le second degré, c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, très très présent en français, un peu moins dans d'autres langues. Enfin, le second degré, c'est quelque chose d'assez difficile à travailler. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce sens-là. Ça avance. Ça avance de mieux en mieux quand on peut coupler l'intonation, quand on peut coupler les descripteurs de la voix, de l'audio et le texte. Donc ça avance, voilà. Merci. Une dernière question. C'est encore pas si évident du coup. Bonjour, François Courbier, Satisfactory. Bonjour. Une question sur l'approche R&D. Est-ce que vous avez plutôt une approche un peu à la Facebook avec de l'open source, typiquement l'architecture du modèle, et puis vous gardez les données chez vous, ou plutôt une approche propriétaire où vous allez breveter ou garder toute l'architecture en interne? Merci. Donc une question du monsieur sur l'approche R&D, Manon, est-ce qu'elle est plus ou moins open source ou fermée effectivement chez nous sur nos instances, les propriétaires? Alors, aujourd'hui, la R&D chez nous fonctionne, je dirais pas de façon fermée, mais ouverte au monde scientifique. Donc, on a quand même construit un corpus à l'OSAT qui est très intéressant. À l'OSAT, ça s'appelle. À l'OSAT, oui. Qui permet de faire avancer la recherche sur la frustration et la satisfaction. Il est distribué gratuitement en open source du coup à toutes les partenaires scientifiques qui le demandent, donc aux universités, aux instituts de recherche. Et pour l'instant, il n'est pas diffusé au grand puisque ça reste quand même... je ne saurais pas comment le dire, Romain. Non, mais effectivement, voilà, c'est en collaboration avec le LIUM, on a distribué ça à d'autres laboratoires de recherche, notamment autour de la voix, du traitement de la parole. Typiquement, quand on parle du GISALT, le fameux événement qui est là depuis 30 ans, qui fait avancer le traitement de la parole énormément, et de la reconnaissance vocale, des émotions, là, on va distribuer aux chercheurs également de corpus gratuitement pour qu'on puisse faire avancer la recherche fondamentale et effectivement dont les sujets qu'on vient d'entendre au fond sur le sarcasme et ce genre d'explicabilité qu'on met en place à travers ces gros événements. Mais on a quand même une grosse base qui est open source, ne serait-ce que des transformations, les pré-traitements, les modèles, les codes pour faire les modèles, tout ça, c'est en open source puisque c'est issu de la communauté scientifique et ça nous semble important de pouvoir continuer à contribuer là-dessus.
Une dernière question? C'est bon? Donc, on peut vous retrouver sur le salon Ouais. au Au stand B18, à mon avis, c'est ça, Nico? B18? Ouais. B17. C18. Oh là, je suis complètement là. C18. C18. Ah, moi, les chiffres, je les retiens pas bien, désolé. Donc, C18, c'est E-Live, Allomédia. Vous verrez E-Live, hein, avec le E de l'hésitation en anglais, le U et le H qui se prononcent bien E et pas You Live, comme certains disent. On a pris la disfluence verbale dans notre marque pour faire une promesse qui est Understanding Humans. Voilà. Comprendre les humains avec les 2 initiales. On vous remercie beaucoup. Merci Manon, merci d'avoir pu te connecter malgré ce problème de train. Merci à tous de votre attention, à toutes de votre attention. Et on sera ravis de faire des démos même en temps réel. On peut passer des coups de fil, vous montrer des choses en live. On a tout ça sur le stand. Excellent salon à vous. Merci.